Dubaï a été puni pour tous ses crimes. Alors oui, le mirage s'effondre et la nature frappe le désert. Après les missiles iraniens, c'est la mère nature qui les punit. C'est les inondations et les ouragans partout. Alors que déjà la ville est quasi vide, tout le monde se barre, l'aéroport est vide. C'est dans une ville fantôme. Genre, il y a plus personne, les hôtels, ils sont pas chers. Et pour ceux qui y sont restés, c'est pas beaucoup mieux. Vous vous rappelez de l'influenceuse Maïva Ghenam? Elle a été arrêtée à Dubaï par les forces de l'ordre pour avoir montré en fait les explosions, la fumée, pour avoir paniqué et créé donc cette panique sur les réseaux sociaux, donnant une mauvaise image de Dubaï. Elle s'est fait arrêter dans un barrage, ils ont fait un gros barrage, ils ont arrêté voiture par voiture, ils ont fouillé les téléphones de tout le monde. Elle risque désormais quasi 2 ans de prison. On se demande à qui elle va demander de l'aide. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Et c'est pour tous les influenceurs du monde. Et il y a 3 Français dans le tas. Ces 3 Français font partie des 60 personnes qui ont été arrêtées à Dubaï. Selon les informations de certains influenceurs, parlent de censure. Ils disent qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer librement. Ah bon? On n'a pas le droit de montrer ce qui se passe. En tout cas, on n'a pas le droit de montrer tout ce qui va tomber du ciel. On n'est pas non plus dans la liberté d'expression qu'on a en France. On a eu des messages juste pour nous demander de ne rien publier. On ne peut pas poster ce qui pourrait affoler. Le gouvernement affirme que les autorités françaises présentes sur place sont en contact avec les Français arrêtés pour les aider à gérer la situation. J'espère que ça va bien se passer pour eux quand même. Bon, en fait, je vous rétablis la vérité de tous les images là qu'on va circuler sur Dubaï avec les inondations. En vérité, ça date de 2024. Mais Dubaï est quand même puni. Tous les milliardaires sont en train de se barrer de Dubaï. Donc son économie, elle est en chute libre. Et vu qu'il n'y a plus de riches, du coup, c'est les pauvres qui les remplacent. Oui, il y a des vidéos qui apparaissent où on voit plein de travailleurs indiens, pakistanais se balader justement sur les plages de luxe. Là où à la base, ils ont l'interdiction d'aller. Mais attendez, mais d'où ils viennent déjà ces travailleurs? Et pourquoi ils ont l'interdiction? Parce que la base Dubaï, c'est un peu le rêve du capitalisme. Il n'y a pas de pauvres à Dubaï, tout le monde est riche. Il y a zéro impôt, des fortunes qui explosent, du luxe qui déborde de partout, des influenceurs en liberté surveillée dans des hôtels à 1000 € la nuit, des mecs en costard qui parlent de business comme s'ils avaient inventé l'argent. Alors sur les réseaux, c'est simple. C'est des skylines complètement absurdes, des îles artificielles dessinées comme si quelqu'un avait joué à SimCity, avec une carte bancaire illimitée. Sauf que tout ça, ça s'est pas construit avec des cours de motivation sur LinkedIn. Ou alors des citations à la Elon Musk. Non, tout ça, ça a été construit avec des corps. Et si t'as déjà mis les pieds à Dubaï, tu les as peut-être vus sans les regarder. Ces grands bus un peu étranges qui traversent la ville, remplis de visages fatigués, tous habillés pareil, presque comme des uniformes. Ah, c'est pas un dress code brunch et rosé. À certains arrêts un peu écartés des zones touristiques, tu peux voir 20, 30, parfois 40 hommes, debout, silencieux, qui attendent. Ah, c'est pas eux qui font les selfies et les stories. Eux, ils se lèvent avant le lever du soleil. Bossent parfois 7 jours par semaine, puis rentrent, entassés dans ces bus, avec à peine le temps de manger ou de dormir avant de recommencer. Et là, tu comprends un truc. Dubaï, c'est pas juste une ville, c'est un décor. Un énorme terrain de jeu sous cloche, coupé des conséquences, où une partie de la population existe uniquement pour faire tourner la machine. Mais elle reste hors champ, on la voit pas. Et pendant ce temps-là, au-dessus, t'as l'élite, qui ont des salaires indécents, la vie de palace, du contenu lifestyle à gogo, des soirées dans des villas, ou même un mur doit coûter plus cher que ton appart. Ils vivent leur meilleure vie, pendant que le système en dessous tourne à plein régime pour créer justement cette illusion. On parle pas de Dubaï d'en bas, on parle du Dubaï d'en dessous. Et pour ces pauvres travailleurs, tout commence par un bureau de recrutement. Dans une petite ville hyper pauvre. Souvent ça se passe en Inde, au Pakistan, au Népal, au Bangladesh. Et peu importe la ville ou le village, tant que la misère y est assez suffisante pour vendre du rêve. En face, donc, t'as un recruteur qui est en costume qui coûte plus cher que tout ce que le mec en face gagnera dans l'année. Et il est là, il te vend du mensonge. Il propose un travail à 600 $ par mois, logement, nourriture, heures sup payées. Tu vas construire le futur Dubaï. Et nous allons prendre en exemple une vraie histoire. Il s'appelle Atiraman. Il a 34 ans. Il a une femme, un enfant et 20 $ sur le compte. Et toute une famille derrière lui. On lui propose donc le contrat. En anglais, lui, il comprend pas grand chose. Mais ce qu'il voit, c'est les chiffres. Et ça, c'est attractif pour lui. Donc, il signe. Sans voir le piège. Et dès le début, on lui demande de payer 3000 $ pour commencer ce travail. Donc il vend les bijoux de sa femme, son frère prend un crédit, son père vend un bout de terrain familial, il met 2 mois pour réunir l'argent. 2 mois pour acheter un rêve, ou plutôt une illusion premium, avec supplément de désespoir. Alors il part et il dit à sa famille qu'il va revenir dans 2 ans, ou peut-être moins s'il fait des heures sup. Sa mère pleure, sa femme lui tient la main jusqu'au dernier moment, et puis il se quitte. En espérant se revoir. Et il arrive à Dubaï, donc l'aéroport brille comme un Apple Store géant sous stéroïdes. Donc pour lui, c'est exactement comme dans les pubs. Le futur, l'utopie. Puis un mec avec un clipboard lui dit de monter dans un bus, 30 hommes à l'intérieur, silence. Personne ne parle. Et là, doucement, son cerveau commence à comprendre que ça ne sera pas des vacances. Il y a 1 heure de route, les buildings disparaissent, et le désert reprend ses droits. Et au milieu de nulle part, Sonapur, la ville de l'or en hindi. C'est un peu ironique, non? À l'intérieur, on les aligne, on récupère le passeport, sous prétexte pour le visa, mais en réalité, il ne le reverra plus jamais. On ne me laissait pas sortir.
Et quand ils sortaient, ils me verrouillaient à l'intérieur. Alors ces camps pour travailleurs ressemblent à des prisons. Des blocs en béton, des chambres avec 10, parfois 20 hommes à l'intérieur entassés, pas de clim, pas de toilettes, parfois les douches sont inutilisables, ça pue les égouts de partout. Le matin, ça commence à 4 heures parce que c'est à cette heure-là que la chaleur est encore gentille, parce qu'à 10 heures du mat, il fait déjà 40 degrés. À midi, 50. Donc là, c'est plus juste un travail, c'est un épisode de Koh-Lanta. Officiellement, il est interdit de travailler dehors entre midi 30 et 15 heures, à cause des liés à cette chaleur. Enfin, c'est officiellement, parce qu'en réalité, tout le monde bosse quand même. Parce que si tu refuses, tu dégages. Tu dégages et t'as toujours une dette à payer. Et si t'as pas payé la dette, t'es foutu. La pause déjeuner, elle est rapide, c'est de l'eau, parfois insuffisante. T'as des mecs qui tombent dans les pommes en plein soleil, et pendant ce temps-là, ils voient les posts des influenceurs de Dubaï, et c'est pas pareil. Et niveau thune, c'est encore plus l'enfer, parce que le premier mois, il est pas payé. Deuxième mois, toujours rien. Troisième mois, sa femme l'appelle, elle pleure, les prêteurs menacent, mais où est l'argent, quand est-ce que tu vas nous le rendre? Et lui, il n'a rien envoyé. Il a déjà bossé plus de 2000 heures. Payé, 0. Et le pire, c'est qu'il ne peut pas partir. Quitter son job sans l'accord de l'employeur, c'est illégal. Ça s'appelle absconding. Donc ça veut dire que tu fuis, donc c'est la prison et expulsion. Et toujours endetté. L'horreur. Certains essaient de rentrer en mode je pars en congé et je reviens jamais. Sauf que là, l'employeur te met un papier sous le nez et c'est marqué si tu ne reviens pas, 2 de tes collègues ne seront pas payés pendant 1 mois. Et t'as ces 2 collègues qui te regardent d'un air genre nous fous pas dans la merde, faut qu'on sauve notre famille nous aussi. C'est quand même un système super vicieux où même ta fuite, ça devient un problème pour les autres. Ah, c'est vraiment psychologiquement oppressant. Et donc un jour, à Tiraman, il monte au sommet, au 147e étage. En dessous de lui, il voit tout ce qu'il a construit. La marina, les palmiers artificiels, les hôtels à 2000 balles la nuit, des appartements où il ne mettra jamais les pieds, une ville qu'il a bâtie mais qui ne sera jamais la sienne. Il pense à son enfant. Est-ce qu'il va se souvenir de lui? Est-ce qu'il arrivera au moins à payer quelque chose pour sa famille? Et là, il pense à cette assurance que les familles doivent recevoir si t'arrive un malheur. Et du coup, il se dit que peut-être que s'il fait ce geste, ils vont recevoir quelque chose. Alors il respire et il saute. Et donc le 10 mai 2011, un ouvrier a sauté du 147e étage du Burj Khalifa. Il s'était quitté au 108e. Instantané. Il voulait juste rentrer chez lui 2 jours pour l'enterrement de son frère. Mais ils ont refusé. Il s'est disputé avec son employeur et c'est la seule solution qu'il a trouvée. Et donc officiellement, pendant les 6 ans de construction du Burj Khalifa, il y a eu un seul c'est lui. Un seul vraiment. Alors que plus de 100 travailleurs indiens se sont suicidés en une seule année sur les chantiers. Et ça, c'est sans compter les autres nationalités. Plus de 15% des décès de Népalais à Dubaï sont des Suisses. Et dans les pays du Golfe, plus de 10 000 travailleurs chaque année. Officiellement, pour plus de la moitié, c'est des causes naturelles. Arrêt cardiaque. Donc, il n'y a pas d'enquête. Oui, bien sûr, hein, des mecs de 25 ans qui d'un arrêt cardiaque, ça arrive tout le temps ça, sous 50 degrés. Et donc pour la plupart de ces personnes n'en parlent. Ah, c'est pas les influenceurs de Dubaï qui vont en faire une story, hein. Ah, ça va gâcher le feed. Je peux pas poster ce qui pourrait affoler. Alors mets un gros like si tu trouves que ce qui se passe à Dubaï, c'est vraiment dégueulasse. Qu'on devrait en parler beaucoup plus. Jamais ça apparaît aux infos. Alors je vais vous demander un maximum de partage, de commentaires sous cette vidéo, des histoires que vous avez entendues. Et si t'as déjà été à Dubaï, dans les commentaires, dis-moi, honnêtement, t'en as pensé quoi? Parce que moi, perso, j'y étais et j'ai kiffé. Franchement, c'était bien. Prendre ses vacances là-bas, c'est génial. Et attention, dans cette vidéo, on parle pas de tous les habitants de Dubaï. Il y a plein de gens qui juste y travaillent et je comprends aussi que ça puisse attirer. Mais malheureusement, il y a de l'abus. Et on va découvrir ces destins tragiques. Allez, c'est parti. Et tous ces hommes ont participé à construire ce que certains appellent un des plus grands succès du monde moderne. Sauf qu'une fois le travail terminé, plus personne ne va entendre parler d'eux. Ni les autorités locales, ni leur propre gouvernement. Vivant ou mort, ça ne change rien. Et si toi, t'en as jamais entendu parler, c'est normal. C'est précisément le Dubaï qu'on ne veut jamais montrer. Et franchement, ils sont très forts pour ça. Parce que imagine si 2 secondes, tout ça c'était visible. Si Dubaï avait des camps de travailleurs exposés comme des bidonvilles. Ou des manifestations en plein milieu des événements internationaux avec des influenceurs en panique, qui font des pancartes, qui bloquent des passages, l'image des marques exploserait. Donc on cache, on nettoie, puis on contrôle. Le plus fou, c'est que même avec toutes ces histoires, il ne se passe rien. Pas de pression sérieuse, pas de scandale diplomatique, pas de boycott massif. Parce qu'en fait, tout le monde est un peu complice. Les gouvernements, les entreprises, les investisseurs, tous profitent du système. C'est une machine bien huilée, moralement bancale, mais financièrement incroyable. Et au cœur de cette machine, il y a un mot que personne ne connaît vraiment, c'est le système de la kafala. Alors si t'as jamais été là-dedans, je pense que t'en as jamais entendu parler. En fait, comme ça a l'air assez propre. C'est une entreprise locale qui sponsorise un travailleur. Elle lui donne un visa, et en échange, il travaille. Donc c'est un peu donnant-donnant, quoi, c'est normal. Mais en réalité, il y a toute une autre ambiance. Et donc ce contrat signé au pays, avec les $600 et les belles promesses, lui, il disparaît. Il est remplacé par un nouveau, beaucoup moins généreux. Mais sauf qu'une fois que t'es là, t'es déjà beaucoup trop loin, t'es endetté, isolé, sans ressources, sans aide. Pour contester ça, franchement, bonne chance. Donc officiellement, les Émirats ont interdit plusieurs fois ces pratiques. Mais encore une fois, ça c'est officiellement. Mais sans contrôle réel, une loi, c'est juste un tweet sans like. Ça existe, mais personne ne réagit. Je n'ai pas été payé depuis 6 mois, donc je ne peux même pas payer mon billet retour à la maison. Ils peuvent même pas se permettre de payer leur billet retour. Et même s'ils avaient l'argent, ils ont ni passeport, ni autorisation de sortie. Donc en gros, même avec une issue, la porte elle est fermée à clé. Et contrairement à ce qu'on pense, ce système ne touche pas que les pays les plus pauvres.
Parce que oui, bien sûr, la plupart des travailleurs viennent d'Inde, du Népal ou du Bangladesh, c'est les pays les plus exposés. Mais faites attention à vous. Il y a aussi beaucoup d'histoires des gens venus d'Italie, de France, de Grèce, de Roumanie, d'Espagne, attirés avec des postes haut niveau, avec des promesses de carrière et qui finissent exactement au même endroit. Passeport confisqué et logés dans les mêmes camps. J'ai trouvé une vidéo d'un mec russe qui a réussi à filmer en secret tout l'horreur qui lui est arrivée lorsqu'il est parti dans l'espoir de trouver donc un travail à Dubaï. Franchement, tout avait l'air normal, comme un recrutement classique. Le manager m'a reçu, il m'a posé quelques questions et il m'a expliqué les conditions, ses logements gratuits, nourriture, 1000 balles par mois. Et niveau tâche, il m'a dit, tu vas juste servir les boissons, débarrasser les tables, rien de compliqué. Mais au moment de signer les papiers, j'ai trouvé ça bizarre qu'on me fasse remplir un formulaire au cas où si je avec les personnes qui recevraient une compensation. Et là, on me dit aussi que je dois laisser mon passeport pour les visas et les documents. Pareil, et qu'on me le rendra rapidement. Et à partir de là, tout change complètement. J'arrive au travail et il n'y a aucun poste de serveur. On me dit direct, tu vas nettoyer le buffet, charger la vaisselle sale, l'amener à la plonge, la nettoyer, décharger les cartons, bosser à l'entrepôt, bref, tout le sale boulot. Et en même temps, on m'explique que je me repose uniquement quand eux, ils le décident. Quand j'ai demandé mon passeport, ils me l'ont pas rendu. Ils m'ont dit, dans un mois peut-être. Et là, je comprends que c'est pas n'importe quoi, qu'il faut que je me barre. Sauf que je n'ai pas d'argent, même pas de quoi tenir le temps de trouver autre chose. Donc je fais semblant, j'attends, je me dis que peut-être ça va s'améliorer. Ouais, mais c'est ça. Donc on travaillait 2 shifts de 5-6 heures, le matin et le soir. Entre les deux, une pause, mais que tu passes dans les transports, il y a 40 minutes de bus, le temps de manger et de te laver. Et le soir, il te reste à peine 2 heures de vie par jour. Le logement était en périphérie, blindé de sécurité, une petite chambre pour 2. C'est gratuit, ok, mais bon. La nourriture était dégueulasse, de mauvaise qualité, presque immangeable. Valait mieux ramener des restes de l'hôtel. Et ça, c'est 6 jours sur 7. Tu te lèves à 5 heures du matin et tu finis vers minuit. Moi, je n'ai pas accepté comme ça. Donc tous les jours, ça partait en embrouille. Parfois, ça se terminait presque en bagarre et je rigole pas. Parce que ceux qui bossent là depuis des années, ils deviennent fous. Et du coup, ils se vengent sur les nouveaux. Ah, ils te chargent au max. C'est comme le bizutage à l'armée. Ah ouais, ils construisent vraiment une hiérarchie dégueulasse pour que les gens eux-mêmes, ils s'entre-punissent. 1 mois passe, 2 mois passent et toujours pas de passeport. Et là, j'ai appris aussi que pendant les 3 semaines où j'étais là, 2 personnes elles ont sauté par la fenêtre directement du bâtiment où je vivais. Et là, tu te retrouves à demander, je fais quoi moi? Je suis dans un autre pays, j'ai pas de passeport, je sais même pas vers qui me tourner. Et surtout, comment prouver toutes les atrocités qui se passent ici? Ah, je sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Lui, au final, ce qu'il a décidé, c'est donc de se filmer pour montrer à la police. Et grâce à tout ce qu'il a filmé, la police de Dubaï a réussi à le libérer, il est rentré chez lui. Et dans les commentaires, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire exploiter à ce point-là au travail? Et surtout, quelle solution t'as choisi? T'es coincé dans un pays où tu bosses pour presque rien, dans des conditions catastrophiques. T'as quitté toute ta vie derrière toi. Ta famille, tu la vois seulement quand tu fermes les yeux le soir. Et chaque matin, tu te réveilles avec le même désert gris, comme si c'était un jour sans fin. Donc comment faire pour s'enfuir? Donc option numéro 1, juste tu fuis. C'est simple, mais pas en réalité. Parce qu'en vrai, c'est illégal. Tu perds ton salaire, tu risques la prison puis l'expulsion. Et s'enfuir dans le désert, t'es pas Usain Bolt. Parce que juste du sable, c'est 80% du pays. Les Émirats, c'est la taille du Portugal, mais version sable plus caméra plus 0 cachette. Tu vas pas te fondre dans la masse entre une Lamborghini ou une boutique Louis Vuitton. C'est juste une prison à ciel ouvert, mais avec du marbre. Donc l'option numéro 2, tu te barres en ville et tu tentes de survivre, trouver autre chose. Alors ça va mal finir aussi. Parce qu'au bout de quelques mois, tu seras arrêté, placé en centre de détention, souvent beaucoup pire que ses camps de travail, puis tu seras expulsé, endetté, cassé, vraiment le cauchemar. Et option numéro 3, tu te rebelles. Tu dis, stop, ça suffit. Sauf que là, tu te frottes à un système juridique ultra dur. Ah, ils sont pas vraiment fans des révolutions. Il y a eu des tentatives, mais elles ont toutes été écrasées. En 2013, des ouvriers de Harptech, une des plus grosses boîtes de construction à Dubaï, ont fait grève. Ils n'ont pas été payés depuis des mois. Et donc la police est arrivée, ils ont arrêté tout le monde, ils les ont expulsés. Et c'est merci, au revoir. Et c'est la fin de l'histoire. Il n'y a eu aucune conséquence. Et même scénario autour de l'Expo 2020 Dubaï. Le grand show mondial. Dubaï voulait prouver qu'ils étaient au niveau des grandes puissances. Future, innovation, paillettes. Sauf que derrière, les travailleurs ou même les activistes qui tentaient d'alerter ont été rapidement réduits au silence. Beaucoup ont été arrêtés. Et d'autres, n'en parlons même pas. Officiellement, après cet événement, il y a eu 72 blessés graves sur le chantier. Toujours officiellement. Sur un projet où plus de 200 000 personnes ont bossé jour et nuit avec des mesures de sécurité parfois, disons, optionnelles. Autant dire que les chiffres, c'est un peu comme les filtres Instagram. Ça embellit les réalités. Et même le Parlement européen a essayé de mettre la pression pour libérer certains activistes. Mais ils l'ont jamais fait. Parce qu'entre les discours sur les droits humains et le tapis rouge avec des chefs d'État, devine qui gagne. Et pendant que tout ce beau monde défile en costume, la ville continue son allusion. Parce que Dubaï, c'est aussi ça. Une sorte de vitrine permanente. Un
décor géant qui a été construit pour être vu, mais pas forcément pour être habité. Parce que si tu t'éloignes un peu de la marina, des hôtels, des spots Instagram, tu marches la nuit et là tu vois des trucs bizarres. Des immeubles entiers sans lumière, des quartiers fantômes, des centres commerciaux avec plus de vendeurs que de clients. C'est comme une ville après une apocalypse, mais avec des magasins Gucci encore ouverts. Il y a ce youtubeur américain aussi qui a infiltré ces endroits à Dubaï où il ne faut pas aller. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué bus après bus remplis de gars tous habillés pareil. Dans des bus qui avaient même pas l'air d'avoir la clim. Mon chauffeur de taxi était surpris de m'amener là où j'allais, parce qu'il m'a dit que l'endroit où je logeais, c'était ce qu'on appelle des camps de travail. Je lui ai demandé ce que c'était et il n'a pas vraiment voulu entrer dans les détails, mais il m'a juste dit que je ne devrais pas me balader dans ce quartier. Et du coup, je me dis, allons explorer mon quartier. Mon hood. J'ai aucune idée d'où je vais là. Je suis juste ce groupe de personnes. J'imagine qu'ils bossent dans l'hôtellerie ou la construction. Ils descendent tous du bus et marchent vers leur camp. J'avais entendu parler de ces camps de travail infâmes, mais je voulais voir de mes propres yeux. Et à un moment, je tombe sur un flux de gens qui marchent tous dans la même direction, alors je décide de les suivre. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est un ruisseau de pisse. Ouais, je suis tombé sur un gars en train de pipi dans un buisson, tranquille. Puis je commence à voir les panneaux clairement marqués « camp de travail ». Et donc lui, il a vécu dans ce genre de petite chambre-là pour ses travailleurs. Et là, le contraste devient presque absurde. Tout ce que ces travailleurs ont construit est souvent vide. Mais littéralement vide. Ouais, des appartes restent non occupés pendant des années. Pendant que eux, les mecs qui l'ont construit, ils dorment, genre, au sol, loin de la ville, invisible. Parce que l'invisibilité de ces travailleurs, elle est organisée, pensée et optimisée. Les hommes sont retirés de l'espace public. Les femmes, elles sont confinées dans des espaces privés. Et pour les femmes, c'est pareil. Toujours des promesses de bons salaires, de conditions correctes, du respect, puis la réalité les rattrape. Au lieu d'un chantier, elles sont envoyées dans des maisons entassées à 8 dans une seule pièce. Les agences confisquent les téléphones, impossible de sortir. Certaines racontent qu'elles dorment par terre en attendant qu'une famille vienne les choisir. Ouais, ils les choisissent comme une marchandise. Sauf que là, c'est des êtres humains, quoi. Et une fois prises, elles sont envoyées dans les villas où elles bossent, sans jours de repos, sans pause, sur des rythmes complètement inhumains. Et comme pour les hommes, les salaires sont toujours repoussés, ou jamais versés. Les V sur elles deviennent presque normal. Et fuir, ça reste toujours illégal. Bien sûr, là, on va pas parler des F-Court. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, vous pouvez les regarder. Mais ce qui est super focus, c'est que la police, il y a pas longtemps, là, elle a arrêté des groupes de F-Court parce qu'elles ont fait des photos à Dubaï, à moitié à Walpé. Bon, je peux pas les mettre ici, je vais les mettre sur mon Telegram. Des fois, ça va même plus loin. Et quasi toutes ont subi des V physiques et parfois S. Une femme a travaillé presque 3 ans sans jamais toucher un centime. Parce qu'à Dubaï, c'est l'argent qui est le vrai passeport. Si t'as le statut, tu peux tout acheter. Ou alors au contraire, ne rien payer du tout. Et le plus glaçant, c'est que ce système est presque assumé. Les agences publient des annonces avec des photos où il y a l'âge, le poids, la nationalité. Et souvent, ils mettent le teint de peau. Un catalogue humain trié par origine. Et tout ça dans une ville qui se vante être le paradis de l'homme occidental. Alors c'est vrai que tu dois te demander, mais pourquoi on les voit pas plus souvent que ça? Pourquoi personne ne parle de cette exploitation? Parce qu'en fait, toute la ville est conçue pour pas que tu puisses les voir. Pour que tu puisses t'en foutre tranquillement. La désensibilisation est directement intégrée dans l'architecture. Dubaï a organisé une ségrégation invisible. Des caméras partout pour surveiller les indésirables dans les quartiers riches. Des résidences fermées pour garder les travailleurs à distance. Des transports publics qui ne desservent quasiment pas les zones où vivent les migrants. Même les rues sont pensées pour décourager la marche. Parce que marcher, c'est un truc pour les pauvres. Et donc ces travailleurs sont partout, mais ils sont invisibles. Comme des figurants qu'on coupe au montage. Parce que le discours officiel, c'est toujours le même. C'est chacun a le choix, sauf que là, non. Des milliers de travailleurs n'ont aucun choix de partir. Pas le choix d'exiger leur salaire, pas le choix de voir leur famille. Mais reconnaître ça, ce serait admettre que ce paradis sans impôts repose justement sur le fait d'enlever ses choix à d'autres. Et ça, ça casse l'ambiance pool party. Donc on continue de jouer la comédie, on garde le sourire, les brunchs et les stories parfaites. Alors à un moment donné, il faut se poser la vraie question. Le moteur derrière tout ça, c'est quoi? Parce que c'est facile de dire « Ouais, mais ça c'est un problème de Dubaï, des Émirats ». Et bien sûr que c'est en partie vrai. Mais c'est pas toute l'histoire. Regarde qui consomme. Oui, alors, il y a des riches locaux, ils en profitent. Mais il y a aussi toute une armée d'expats blindés, d'entrepreneurs internationaux, de milliardaires et surtout des influenceurs. Toute cette élite globale qui débarque, s'installe et profite. 90% de la population de Dubaï, c'est des étrangers, sous une forme ou une autre. Ceux qui te vendent la Dubaï Life avec un coucher du soleil et un smoothie à 18 balles. Pendant qu'ils filment leur contenu, quelqu'un nettoie leur villa, garde leurs enfants, cuisine, conduit, et tu sais déjà quelles sont les conditions de tout ça. Le truc le plus gênant pour moi, c'est que l'Occident est complètement dans cette boucle. Les mêmes entreprises, les mêmes institutions qui te font des campagnes entières sur les valeurs, les droits humains, la responsabilité sociale, elles sont toutes là-bas, elles s'en battent les yeux. Elles construisent, elles investissent, elles organisent des événements, elles participent au système. C'est le plus grand faux cul du monde. Parce qu'elles ont juste trouvé le hack ultime. Délocaliser la morale. Exporter leurs responsabilités là où elles n'existent pas vraiment. On pourrait appeler ça une sorte de colonialisme 2.0. Mais version propre. Mais au lieu d'extraire directement les ressources, on utilise Dubaï
comme plateforme pour exploiter une main-d'œuvre venue d'ailleurs. Et donc on peut faire des projets gigantesques, moins chers, plus rapides, impossibles à réaliser en Occident sans scandale immédiat. Et Dubaï devient alors un bac à sable. Ah, réellement, même pas symboliquement. Un endroit où tu peux tester des idées absurdes sans conséquences. Transformer des côtes en palmiers géants, construire des pistes de ski en plein désert, organiser des événements mondiaux juste pour l'image et les deals. Et derrière, t'as des réseaux opaques, une industrie du S très sombre, de la corruption bien installée. Mais tant que la façade brille, tout va bien. Et ils ont raison, parce que les audiences occidentales n'ont jamais vraiment réagi. Les appels au boycott, on dirait le temps d'une story. Les médias en ont parlé et puis ils sont passés à autre chose. Personne n'est puni, jamais. Enfin, presque jamais. Parce que là, officiellement, ce qui arrive à Dubaï, c'est la première fois qu'il est puni pour tous ses crimes. On dirait que c'est la première fois que quelque chose leur échappe. Et ça leur échappe beaucoup. Ils pensaient recevoir de l'aide de leurs partenaires, comme les États-Unis ou l'Europe, et puis non, rien, on les a tous abandonnés. Les agents immobiliers partent de Dubaï, et les grosses sociétés commencent à se barrer, comme par exemple Apple. Ils ont fermé toutes leurs boutiques dans tous les Émirats. Franchement, ça sent pas bon. C'est marrant comment en quelques jours, ce qui était vendu comme l'endroit le plus sûr au monde est devenu le foyer des tensions. Et c'est presque irréel de voir à quelle vitesse tout a basculé, en un instant. Et très honnêtement, il y a de fortes chances que Dubaï ne retrouve jamais ni l'image, ni la réputation qu'il a mis des décennies à construire. Et surtout celle qu'il a réussi à imposer au monde entier. Alors dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu trouves que c'est mérité? N'oublie pas de mettre un gros like. Et moi, mes Yagadou, mes Yagadurs, je vous fais un maximum de Yagadakis. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais vraiment, mais très bientôt. Eh ouais, c'est un instrument ça. Alors, commente cuillère si t'es arrivé jusque-là. Ouais. Merci beaucoup, mes Yagadou, allez.